S'illustrer. Du latin illustrare, éclairer, illuminer. S'illustrer, c'est donc faire la lumière sur soi et peut-être autour de soi. C'est se distinguer, soit par son mérite, sa sagesse, son talent, sa grandeur d'âme, bref, par quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que s'illustrer, c'est davantage lié à une quête d'illumination personnelle qu'à une quête de gloire. Quand on s'illustre, on fait peut-être pas de la peinture ou du dessin, mais on dissipe un peu l'obscurité en laissant rayonner notre essence, comme si notre vie était une grande toile où toutes nos actions laissent des traces et des couleurs différentes et donnent un sens à notre grande peinture. Puis, on a le droit de faire de l'art abstrait, de l'art naïf, de l'art gribouillis tant qu'on veut. Alors, la prochaine fois que vous réussirez à ouvrir un pot de cornichon bien trop serré ou à garder votre calme dans le trafic, dites-vous: je m'illustre. Aujourd'hui, je vous invite à vous laisser inspirer par les palettes de couleurs de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. La passion de la bande dessinée, ça a commencé dans ma jeunesse. Il y avait une émission à Radio-Canada pour les jeunes qui s'appelait Bobino. Il diffusait durant les épisodes des extraits des aventures de Tintin. Fait que là, ça m'avait bien passionné. Dans le temps, il y avait un gros cahier de bande dessinée, puis c'était arrivé le vendredi. Puis mon père était abonné, fait que le vendredi, moi, c'était la course pour avoir le cahier. Tout ce qu'autrement dit, il y avait une image, je le regardais. Autant que ce soit une image dessinée, ça me fascinait. Les albums de bande dessinée, je savais que ça existait. J'ai demandé à mes parents si je pouvais en avoir un. Et à force d'hésiter, un jour, mon père m'a acheté Coq en stock. Je ne savais même pas lire, mais ça a été un moment formidable, une soirée que j'oublierai pas, à feuilleter ça, puis j'avais rentré dans les aventures de Tintin. C'était un moment mémorable pour moi. Puis là, je me suis dit dans ma tête de petit gars à ce moment-là, ben peut-être que je pourrais faire un jour, moi aussi, ce genre de métier-là étrange, de dessinateur, de bande dessinée ou illustrateur. Mon nom est Louis Paradis, dessinateur de bande dessinée et illustrateur depuis moultes années. Moi, je suis plus un dessinateur classique, mais je fais aussi du cartoon. Quand je dis cartoon, ça veut dire j'adore dessiner des lapins. C'est idiot, là, mais j'aime. Des lapins avec des belles grosses oreilles avec un gros nez, c'est le fun de dessiner. Au primaire, ils m'ont vite repéré comme un dessinateur potentiel. Fait que c'est moi qui faisais les dessins de religion. Puis je faisais aussi de l'abstrait. Je partais un nuage, puis je superposais des nuages partout. Puis à un moment donné, j'ai coloré, puis ça faisait un truc bizarre, mais je m'amusais beaucoup à faire ça. J'étais caricaturiste. J'ai commencé à l'âge de 16 ans ou 15 ans dans les journaux. Les premiers dessins, je te payais 5 $ du dessin. C'était formidable. Ça m'a fait connaître aussi dans le milieu. Puis après ça, j'ai même publié en Islande, en Belgique, Suisse, États-Unis et Canada. Ah, une fois au Brésil aussi. J'ai travaillé aussi un peu en dessin animé et j'ai découvert en faisant ça que j'aimais vraiment pas ça. J'ai fait aussi de la bande dessinée religieuse. J'avais dessiné Moïse qui traversait le désert sur un chameau. Eh non, ça n'existe pas. Les chameaux, c'est les peintres du 19e siècle qui ont mis les chameaux dans la représentation de peinture religieuse. Fait que les gens pensaient que c'était ça, mais il n'y avait pas de chameaux à apprivoiser à cette époque-là. Mais là, on pas dit au début. Puis là, à un moment donné, ils m'ont dit OK, pas de chameaux. L'adaptation que j'ai fait en dessin du premier roman d'Henri Verne, justement, écrit en 1944, un roman d'amour, La Porte ouverte. Ça, c'est dur à dessiner, un roman d'amour. Parce qu'il se passe pas grand-chose, hein? C'est un roman d'amour, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas d'action, genre un dinosaure qui court après la madame, là. Ça serait surprenant un petit peu. Je suis pas parfait bilingue, je suis fonctionnel, mais j'ai déjà travaillé sur une BD en anglais, puis rendu à la page 8, je me suis aperçu qu'il y avait 3 pages, je n'avais pas du tout compris l'histoire, j'avais dessiné complètement autre chose. Fait que là, j'ai toujours recommencé ma job à la page 5. J'ai dit OK. Petite anecdote, j'étais au ChicagoCon pour me présenter, travailler chez Marvel Comics et autres, là. Sans parler anglais, il faut le faire. On fait des fils, on arrive avec nos portfolios.
puis on attend, puis ils passent. Puis quand on passe dans une entrevue chez ces gens-là, ils regardent nos dessins, mais s'ils commencent à parler sur nos dessins, discuter, là, ça veut dire que ça va mal. Parce qu'ils voient des défauts, ils disent pas assez ci, il manque un petit peu de ça, ils vont te l'expliquer. Tant qu'ils tournent les pages, comme ça, tout va bien. S'ils arrêtent, foutu. C'est aussi simple que ça. Il y avait une grosse file immense pour rencontrer des gens de chez Marvel. Il y a peut-être 200 personnes en ligne. Là. Je me mets le dernier, parce que là, j'arrive de Montmagny, je suis fatigué, je parle pas bien l'anglais, puis il y a beaucoup de bruit. Il arrive un gros monsieur, il dit « First! » Là, je dirais pas ce que j'ai pensé dans ma tête, il dit « Pas vrai. » J'ai passé le premier, je me suis mal positionné. Moi, je voulais rester 2-3 heures à attendre pour le temps de m'acclimater, rien. Fait que j'ai rien compris. J'ai juste compris les noms professionnels que je connaissais, mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Il aurait pu me donner un contrôle, j'ai aucune idée. Le dessinateur de bande dessinée aussi, ça demande d'avoir une bonne culture générale. Autrefois, quand il n'y avait pas Internet, il fallait absolument avoir une tonne de documentation pour être capable de, je sais pas, dessiner. Des fois, je disais en pourri la souris du Kilimanjaro en Afrique. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu? Non, bien, il faudra que j'aille une photo. Tandis qu'aujourd'hui, on est gras dur. Tu vois sur Internet, clic, 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 clic. Ah, ça a l'air de ça. OK. Mais autrefois, il fallait vraiment... C'est pourquoi aussi j'ai une tonne de livres, parce que on n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre système. Moi-même, je l'ai essayé, l'intelligence artificielle. J'ai marqué château, sorcière, puis brume, je crois. Ça s'est fait en 2 secondes. Parce que moi, j'aurais appris peut-être 2 jours de travail. J'ai dit aïe aïe. C'était une surprise générale quand ça est arrivé, cette petite bébite-là. Là, parce que la machine, moi, je la vois évoluer depuis 6 mois, puis elle est de plus en plus performante. Elle apprend vite, la maudite. Qu'est-ce qu'elle va être dans 2-3 ans? On va se prendre pour une Léonard de Vinci, elle, là, la machine. Là. Il joue aussi, des fois, il y a certains défauts ou certains maniérismes que la machine va faire. Mais la moyenne des gens, mettons, acheter un roman, que ce soit fait par un IA ou par un être humain, ils n'ont pas de différence. Moi, je préfère un truc humain, même quand il y a des erreurs, c'est ce qui donne le charme du dessin. Tandis qu'avec la machine, même avec Photoshop, ça a une tendance à vouloir toujours être parfait. Mais la perfection peut être ennuyant aussi. Moi, je m'inquiète plus pour les plus jeunes. Parce que rendu à l'âge où je suis, ça n'a pas vraiment d'influence sur moi parce que, comment je pourrais dire, les gens achètent mes trucs par rapport au style que j'ai. Mais ça va être plus difficile pour les plus jeunes qui veulent vraiment aller en dessin et de concurrencer ça. Là. Je ne sais pas trop comment ça va se développer pour eux autres. Là. Ça va être intéressant à suivre. J'ai une formation de dessin animé 2D. J'ai fait des petits films d'animation personnels après mon cours d'animation 2D. Ensuite de ça, je suis allé en graphisme, puis j'ai eu une compagnie de graphisme aussi avec ma blonde qui s'appelait Chapeau Vert, qui est le chapeau de la créativité. Puis après ça, j'ai eu une petite passe où j'avais besoin d'avoir une petite job un peu plus steady, je pense, là. Fait que je suis allé faire une formation de charpentier-menuisier. Ça faisait un bout que je voulais avoir un tatouage avec mes formations de dessin animé, graphiste. Au début, en fait, le projet, c'était de juste me faire tatouer un crayon. Puis ça fitait bien parce que, tu sais, autant en graphisme, en dessin animé, en charpenterie-menuiserie, j'étais toujours en train de courir après mes crayons, tu sais. Puis après ça, ben le café est arrivé, puis c'est vraiment ça que j'ai dans le pot, le café. Fait que j'étais allé vers la feuille de café, fait que, ouais, elle est vraiment belle, là. C'est fait par une tatoueuse de Rimouski, là, Christelle Deschênes. Vraiment beau, hein. Je m'appelle Evan Couture, je suis copropriétaire de Chapeau Moustache, un atelier de torréfaction et café à Rimouski. J'ai acheté un livre de torréfaction, puis on a commencé le projet de torréfaction, on a acheté un torréfacteur, on a tout préparé ça. On torréfiait depuis environ 2 ans et demi, en fait, là, avant d'ouvrir le café. Donc, on distribuait déjà dans les épiceries, on fournissait des restaurants de Rimouski, de la région du Bas-Saint-Laurent. J'étais rendu que je torréfiais 5 jours semaine, 8 heures par jour. Donc, avec ma copropriétaire et conjointe, là, on s'est dit, ben let's go, on fait un petit espace café avec un espace torréfaction en arrière, puis on se lance dans l'aventure.
Chapeau Moustache, ça a ouvert en septembre, le 13 septembre. Dans le café, ça prend de la créativité. Exemple, il va y avoir le latte art, que j'ai la créativité là-dedans. Le latte art, c'est difficile en fait. C'est vraiment à force de pratique puis d'en faire qu'on devient bon. Là. Il y a une petite twist à avoir. Il faut que tu ailles un lait un peu parfait. Il faut que tu ailles un petit tourbillon qui se fait dans la tasse. Le pichet qui va aider. Fait que, il y a plein de petites techniques à avoir. Mais après ça, c'est de la pratique. C'est sûr que quand tu fais 100 cafés par jour, à un moment donné, tu deviens meilleur. Là, mais c'est vraiment la pratique. Là. Je fais des rosatas, je fais des tulipes, j'essaie de m'amuser là-dedans, des petits oursons, des trucs comme ça là, pour les enfants des fois, mais j'essaie de rester dans des trucs plus classiques, là, comme les rosatas un petit peu. Il y a le signe là, que j'essaie de faire comme vraiment parfait, que il y a tout le temps une petite affaire qui accroche, on dirait quelque part, là, mais à un moment donné, je vais l'avoir parfait. Avec ma blonde, en fait, là, ça fait maintenant 20 ans qu'on est ensemble, 22 ans, tu sais, puis on a commencé à sortir ensemble une première fois, on avait, en secondaire 2, on avait 12 ans. On a sorti ensemble à ce moment-là comme 2 mois, là. On n'était pas fait encore, je pense, pour continuer. Puis plus tard, en fait, on s'est recroisés un peu là à 16 ans et tout, puis depuis ce temps-là, on s'est pas lâché, puis tous nos projets, on les a toujours faits ensemble. On a été en dessin animé ensemble, en graphisme ensemble. On a notre compagnie de graphisme ensemble. Puis là, on est rendu dans le café tous les deux copropriétaires. Je pense que c'était vraiment on était fait pour avoir des projets jusqu'à la fin ensemble. Là. Elle est artiste peintre, en fait. Elle fait des toiles. C'est elle qui s'occupe vraiment de la déco, de la merch pour Chapeau Moustache. On fait imprimer des carnets, des t-shirts aussi. C'est elle qui fait les carnets, les illustrations là, pour ça. Même le graphisme que j'ai fait, ça a été vraiment pratique pour justement le logo de Chapeau Moustache, c'est moi qui l'ai fait. C'est en hommage en fait à Marc-Olivier Crevier-Comtois. C'est un collègue qui travaillait avec nous au Crêpes Chignon. C'est une institution de restaurant à Rimouski. C'est une petite crêperie super familiale. L'équipe, c'était vraiment une famille. Après 18 ans, ma blonde aussi travaillait là. Je me suis fait plein d'amis là-bas que je côtoie encore. Fait que Marc-Olivier, il avait une petite moustache, puis il avait toujours son grand chapeau là, quand il travaillait ou sa casquette, mais il était vraiment caractérisé par son chapeau. Puis Marc-Olivier, en fait, il s'est fait frapper par une voiture là, durant la nuit sur le boulevard. Il traversait puis il s'est fait frapper. Puis il est décédé en fait là, quelques jours plus tard à l'hôpital. Puis de là il est parti là, Chapeau Moustache pour faire un petit clin d'œil puis qu'il reste avec nous autres. C'était vraiment quelqu'un qui profitait à 100%. Puis c'est un peu la devise aussi là, de Chapeau Moustache là, que je trouve que faut vivre ses rêves puis profiter. Puis en fait, tous les noms qui sont des assemblages qui sont donnés au café, c'est tous des noms en fait qui sont en lien avec Marco. J'ai le 12 septembre, vu qu'il est décédé en septembre. J'ai le Géo parce qu'il étudiait en géographie. J'ai le Mets ton casque en fait parce qu'il n'y avait pas son casque quand il a fait son accident de vélo. L'après-ski parce qu'il allait faire du ski de fond au parc Beau Séjour. C'est un petit brand là, qui rappelle Marco pour ce côté-là. Sur ma pierre tombale, je pense que ça serait écrit je suis vraiment quelqu'un qui vit au jour le jour, qui apprécie les moments présents. Je pense que ça serait juste écrit c'était le fun. Juste de profiter des moments, des petites choses. Puis on dirait qu'avec Chapeau Moustache, je veux juste profiter de ce que je fais. J'ai pas de grand rêve de devenir un Starbucks de ce monde avec Chapeau Moustache. C'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment une petite entreprise à échelle humaine. On reste petit puis on vit le moment. Le livre que je me suis acheté pour la torréfaction, là, c'est un livre qui a fait que finalement, Chapeau Moustache s'est créé. Puis finalement, 3 ans plus tard environ, on est rendu avec un café, une entreprise, de la distribution un peu partout. Un petit livre qui m'a permis d'apprendre la torréfaction avec d'autres formations un peu. Puis finalement, on est rendu avec une entreprise. Je trouve ça un peu spécial quand j'y repense. Je suis directrice générale d'un CPE
où je suis aujourd'hui avec 194 places. Donc, j'ai pas compté les heures que j'ai mis là-dedans. Je pense, et c'est pas moi qui le dis, mais mes collègues, là, puis c'est ça, mon personnel, que je m'illustre dans ce que je fais. Parce que je me dis, j'ai quitté mon pays, le Liban, à cause de la guerre, pour une existence. Puis je suis là pour continuer, puis voilà. Comment vous vous illustrez dans la vie? Oh, écoutez, je suis un homme très simple. J'aime beaucoup le monde, la vie. Est-ce que vous considérez que vous vous illustrez par votre gentillesse? Ben, on tâche d'être gentil, mais seulement que la gentillesse, c'est la meilleure arme contre la bêtise. Hein? Je m'illustre par... je suis un petit peu artiste, là, puis là, j'aide mon fils dans ses... Parce que lui aussi, il est photographe. Ma mère a dit que je ne pouvais pas gagner ma vie avec ça, ça fait que j'ai pas fait ça comme profession. Mais ça fait rien, je le fais comme loisir, puis c'est parfait. Fait que vous vous illustrez en illustrant. Oh, c'est bien dit, ça. Je parle de Jean-Paul Riopel, artiste international, que j'ai connu chez ABC Encadrement quand je travaillais là-bas à Montréal. Parce que moi, j'ai une formation en histoire de l'art, alors j'ai travaillé dans les galeries tout le temps. Et puis éventuellement, je me suis ramassée dans une maison d'encadrement où ma dernière galerie avait fait faillite. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Paul qui faisait encadrer ses choses chez ABC Encadrement. Donc, c'est comme ça que les amours ont commencé. Je suis Huguette Vachon, j'ai été la conjointe de Jean-Paul pendant 16 ans, à partir de fin 1986 jusqu'à son décès à l'île aux Grues. On a la chance d'être dans cette belle croisière qui est une grande fête autour de l'exposition de Jean-Paul qu'on fait, parce que c'est Riopel, c'est ta fête. En fait, on a décidé que l'exposition serait composée de tableaux à Jean-Paul, mais de tableaux qui ont été soit achetés par des amis de Jean-Paul, soit offerts. Donc, tout le monde qui font partie de l'exposition avec leurs œuvres sont des amis ou des connaissances de Jean-Paul. Alors, c'est ce qui fait que ça fait vraiment très festif, le bateau. Tout le monde, on se connaît, tout le monde a connu Jean-Paul, tout le monde aura des anecdotes à raconter. Alors, ça va être très intéressant à l'ouverture. Les gens vont parler de leurs tableaux. Alors, on va voir la petite histoire de tout le monde comme ça va être vraiment sympathique. La première fois que je suis venue ici, c'était en 1990 avec Jean-Paul. On avait vécu pendant 2 ans en France. Et Jean-Paul venait d'avoir justement le petit atelier de l'île aux Oies comme atelier privé. Parce que normalement, c'est des maisons de chasse qui sont des maisons communes où Jean-Paul travaillait dans un salon ou quelque part. Mais là, Jean-Paul, étant un ancien membre, avait eu droit à la maison privée qui s'était libérée. Donc, quand je suis arrivée avec Jean-Paul, on s'est d'abord installé à Prairie-Haute dans la maison commune. Mais tranquillement, on a fait des travaux, on a aménagé l'atelier. Et à l'automne, Jean-Paul a été appelé par la peinture puis par le cri des oies. On s'est installé à l'île aux Oies dans la mairie qu'on appelle. Puis là, c'est là qu'il a commencé à travailler là puis à faire ses productions. Après avoir monté l'atelier et tout, puis après ça a résulté Rosa Luxembourg. Alors, c'est vraiment une belle histoire. S'illustrer, ça veut dire que probablement, faudrait que je regarde au dictionnaire, mais disons que je vais donner ma propre définition. C'est que tu t'inscris dans quelque chose, hein? Tu as illustré, donc Jean-Paul a illustré son pays, il a illustré ses sentiments. Alors, il s'est illustré à travers le monde sur ses toiles. Donc, ces toiles sont devenues connues. Alors, c'est des gens qui s'illustrent quelque part. Est-ce que c'est une espèce de miroir, s'illustrer? Je ne sais trop, mais c'est intéressant comme question, en tout cas. C'est la première fois qu'on me la pose. La liberté. Laisser faire les candidatons. Être heureux ensemble. Puis moi, de suivre les folies de Jean-Paul, parce qu'il en était bien capable. Ça fait longtemps qu'il pratiquait la liberté. Il l'avait toujours pratiquée. Alors, il m'a initié à la liberté. Puis j'avais le don facile.